Chers auditeurs, bonjour. Avec la Révolution de 1789 et l'égalité de droit qui lui est associée, les 40 000 Juifs de France deviennent des citoyens à part entière. Invités par Napoléon à renoncer à leur particularisme, les plus jeunes sont bientôt soumis au service militaire obligatoire, comme leurs compatriotes chrétiens. Mais à la différence de ces derniers, les Juifs ne pourront pas, sous l'Empire, se faire remplacer comme le prévoit la loi Jourdan de septembre 1798. Sans doute, Napoléon Bonaparte a-t-il souhaité alors hâter l'intégration des Juifs à la nation par le métier des armes et l'esprit de corps. Désormais, tout Juif âgé de 20 à 25 ans va devoir servir sous les drapeaux pour une durée de 5 années. Défendre la patrie en danger deviendra alors un moyen de remercier les élites émancipatrices et une façon de prouver sa fidélité à l'État français. Fiers des services rendus à la patrie, les vétérans des guerres napoléoniennes seront montrés en exemple aux générations suivantes appelées à marcher dans leurs pas pour s'intégrer plus avant dans le creuset français. Et l'engagement précédera souvent l'appel, tandis que les désertions sous l'Empire seront minoritaires en milieu juif, à une époque où nombre de soldats rechignent pourtant à rejoindre les rangs. En 1810, près de 800 Juifs servent ainsi sous les drapeaux selon les archives consistoriales, et leur ascension est déjà rapide grâce à des faits d'armes souvent remarquables. Il en va ainsi d'un certain David Lehmann, originaire de Rosheim en Alsace, qui participa aux campagnes d'Autriche de 1806-1807, à celles d'Espagne et du Portugal entre 1808 et 1812, puis à celles d'Allemagne et de France en 1813-1814. Entré comme simple conscrit, il devait devenir lieutenant et obtenir la Légion d'honneur après 2 graves blessures reçues en 1809. S'il ne figure pas aux côtés de l'empereur à Waterloo, une cinquantaine de ses coreligionnaires y perdront à l'inverse la vie, dans une ultime tentative de sauver l'Empire face à la coalition européenne menée par l'Angleterre. Plus impressionnant encore, le cas de Marc Wolf, un autre juif alsacien devenu quasi légendaire. Né à Strasbourg en 1776, ce petit-fils de Cerbère, l'ancien préposé général de la nation juive sous l'Ancien Régime, s'engage en 1794 dans l'armée du Rhin. Déjà sous-lieutenant en 1799, il organise la cavalerie en Westphalie en 1808 avec le grade de colonel. 4 ans plus tard, lors de la campagne de Russie, Napoléon le nommera général de brigade et lui confiera le commandement de la cavalerie légère. Ce personnage hors norme, qui cumula plus de 40 années de service aux armées et qui fut élevé au titre de baron sous la Restauration, fut ainsi le premier officier de carrière juif et le premier à atteindre le rang de général. On retrouve d'ailleurs aujourd'hui son nom parmi les 660 personnalités inscrites sur l'Arc de Triomphe de Paris. Cet engouement pour la patrie et pour son principal représentant est évidemment encouragé par les élites religieuses de l'Empire qui comptent désormais 70 000 juifs. En 1807, le Grand Sanhédrin, constitué de 71 membres, cherche en effet à convaincre l'empereur que les préceptes de la Torah sont compatibles avec celles du Code civil et que la nation française peut désormais pleinement compter sur les communautés israélites du pays et les possessions impériales pour soutenir ensemble l'effort de guerre. Dans le questionnaire qui leur est soumis, les représentants du culte juif répondent aux questions 4 et 6 relevant de la fraternité et du patriotisme, en s'appuyant sur le principe talmudique de Dina de Malchuta Dina, qui suggère que la loi d'un royaume ou d'un pays vaut comme loi pour les juifs. En conséquence de quoi, le Grand Sanhédrin statue que tout Israélite, né et élevé en France et dans le royaume d'Italie, sera obligé religieusement de regarder ces territoires comme sa patrie, et devra à ce titre les servir, les défendre et obéir à leurs lois conformément aux dispositions du Code civil.
Du point de vue militaire, la Grande Assemblée dirigée par le grand rabbin David Sinzheim déclare en outre que tout conscrit israélite est dispensé, le temps du service militaire, des observances religieuses qui ne pourraient se concilier avec lui. Le grand Sanhédrin va ainsi plus loin que les codificateurs médiévaux et modernes comme Maïmonide et Joseph Caro, pour qui seules les conditions de guerre devaient permettre de temporairement abolir l'observance du Shabbat et des lois alimentaires. L'objectif inavoué pour le grand Sanhédrin est évidemment de trouver des compromis à même de satisfaire l'autorité impériale, tout en nourrissant parallèlement l'espoir que les Israélites mobilisés sauront intérieurement préserver leur foi et en privé maintenir leurs pratiques. לבדי, גם כי אלך בגיא צל מוות, לא ירא, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמוני, תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. החסד ירדפוני כל ימי חיי. שבטך ומשענתך המה ינחמוני, תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. אך טוב החסד ירדפוני